BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous, si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Aujourd'hui, on parlera de la reprise du procès FTX qui interviendra jeudi, de l'Argentine, élection là-bas, où peut-être un candidat pro-Bitcoin, entre guillemets, sera peut-être bientôt à la tête du pays. Des nouvelles positives du côté de Binance France et on parlera de la loi Sorare. Jonum, en tout cas, on l'appelle aussi la loi Sorare. Mais d'abord, un détour sur le marché crypto qui est dans le vert. Plus 10% de hausse en une semaine pour le Bitcoin, plus 2% aujourd'hui. On est actuellement autour des 30 600 $. On appelle tout de suite Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Alexandre, tu es chef analyste chez IG. Et que nouveau cette belle tendance haussière, Alexandre ? C'est la même tendance qu'on partage depuis toutes les semaines maintenant, depuis 4-5 semaines ensemble, à savoir un sentiment qui est globalement positif sur le Bitcoin, qui regroupe plusieurs éléments. On a déjà beaucoup parlé, donc des questions liées aux ETF, ça c'est un catalyseur probablement de moyen terme qui continue de tirer le marché à la hausse. On a aussi probablement un petit peu depuis quelques jours, on voit ça sur d'autres actifs un peu refuges, type or par exemple, type argent également, les métaux précieux, semi-précieux. Mais le Bitcoin semble se comporter aussi depuis quelques jours un peu comme un actif refuge par rapport au stress géopolitique qu'on a vu apparaître il y a une grosse quinzaine de jours maintenant. Donc on a un petit peu, semble-t-il aussi, cet aspect un peu valeur refuge qui est en train de s'opérer sur l'actif. Et puis il y a des petits signaux qui sont très faibles à ce stade, mais on voit que les taux américains, alors pas les taux longs américains poussent toujours à la hausse, mais les taux courts sont en train de plafonner un petit peu depuis 2-3 jours. Donc ça peut aussi être un atout pour le Bitcoin. On sait que les taux qui montent beaucoup, on l'a vu par le passé, qui est un passé récent, c'était plutôt un vent contraire pour l'actif. Donc en fait, il n'y a pas une nouvelle qui permet de dire, voilà, aujourd'hui, on est sur un plus haut de 3 mois et demi. Il n'y a pas une nouvelle, c'est vraiment un agrégat de nouvelles, à la fois dollar, à la fois tout, à la fois un peu valeur refuge, et puis ce fil rouge de l'actualité lié aux ETF. Mais en tout cas, ça conforte bien le scénario qu'on partage ensemble depuis quelques semaines, à savoir qu'il faut plutôt avoir de Bitcoin que de ne pas en avoir depuis quelques temps. Et l'idée, c'est de continuer à développer ce raisonnement-là. Pas parce que c'est plus plaisant de dire on est aussi que baissier, simplement parce que les gros vents contraires qu'on a connus en 2021 et 2022, on voit que sur la question des politiques monétaires, on est désormais sur la fin du cycle de hausse de taux. On voit que sur le dollar a beaucoup poussé, probablement qu'il va connaître des phases un peu moins intenses désormais. Et donc tout ceci couplé à des phases dans lesquelles nous sommes maintenant depuis plusieurs mois, ça fait presque 2 trimestres d'affilée, même 2-3 trimestres qu'on est en phase de consolidation entre 25 000 et 31 000. Moi, j'ai plutôt surveillé effectivement la sortie par le haut, c'est-à-dire en gros, vous avez un énorme range depuis plusieurs mois qui fait, donc un range, c'est un canal en gros, un canal qui fait 6 000 $ de hauteur. À partir du moment où vous commencez à passer par le haut de ce canal, donc au-delà de 31 000, on cherche à projeter la hauteur du canal dans lequel on a évolué. C'est donc une target aux alentours de 37 000 $. Ça, c'est le premier objectif. Et c'est je pense la cible qu'on peut avoir pour les semaines et les mois à venir. Il y a simplement un petit élément, et je m'arrêterai là-dessus. C'est un actif qui a quand même beaucoup grimpé depuis quelques semaines. Il est possible d'avoir dans les jours qui viennent, c'est pas une certitude, mais c'est quand même un risque. On voit que la volatilité sur les marchés américains, les actions, a pas mal grimpé ces derniers temps. Si à un moment donné, ça devait s'exciter un peu plus sur les actifs type actions par exemple, à savoir des corrections un peu plus fortes, tout à fait possible que les cryptos, dont le Bitcoin, en fassent partie. C'est-à-dire qu'on pourrait à un moment donné rester un peu plus longtemps que prévu dans le range et vous voyez, stagner un peu sous les 30 000, retomber à 26, 27, 28. Ça, c'est des choses qu'il faut quand même avoir en catalogue en termes de gestion du risque. Mais l'idée quand même de fond, ce n'est pas de dire on est sur un sommet, on va se cracher de 15 000 $ derrière. L'idée, c'est de dire, au pire, on reste dans un range et on en sort par le haut plus tard, et au mieux, on en sort tout de suite par le haut. Donc l'idée, c'est quand même celle-ci, et donc la cible de moyen terme reste bien de 37 000 $ sur le Bitcoin. Pour Alexandre Baradez, la montée du Bitcoin devrait se poursuivre, ce n'est qu'une question de temps. Merci beaucoup Alexandre Baradez, avec plaisir. Chef analyste chez IG. Bonne journée Alexandre. Avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir John Karp. Bonjour John. Bonjour Amaury. Vous êtes fondateur du NFT Morning et de la Non-Fungible Conférence. Pauline Armandet, bonjour Pauline, tu es journaliste Amaury à BFM Crypto, ici avec nous. Et Pauline, on entre dans une deuxième phase du procès FTX. Dans cette deuxième phase, c'est la défense qui devrait plus s'exprimer. Le procès reprend ce jeudi et devrait durer jusqu'au 14 novembre, Pauline.
C'est ça, on arrive vraiment en gros au milieu du procès de Sam Bankman-Fried, donc l'ancien patron de la bourse FTX qui a fait faillite en novembre dernier. Et alors qu'au cours des 3 semaines précédentes, on a vraiment vu l'accusation faire venir des témoins, des anciens proches de SBF, notamment Caroline Ellison ou encore Gary Wang, qui ont clairement exprimé le fait que SBF était en gros l'unique responsable de la chute de FTX. Cette fois-ci, au cours des semaines qui vont débuter à partir notamment de jeudi, on va voir la défense davantage s'exprimer. Parce que c'est vrai que les avocats de SBF se retrouvent un peu en difficulté, notamment par rapport aux témoignages accablants qui ont eu lieu au cours des dernières semaines. Et on a l'impression que les avocats sont en train d'envisager un peu une nouvelle stratégie pour pouvoir défendre leurs clients. Nous cherchons toujours à déterminer si nous allons intenter une action et si oui, de quelle nature. C'est ce qu'a déclaré Mark Cohen, l'avocat de SBF, donc la semaine dernière. En fait, il y a 2 différents scénarios qu'ils vont mettre sur la table. Le premier, ça sera de savoir si Sam Bankman-Fried va s'exprimer ou non dans le cadre du procès, parce que, comme on le sait, évidemment, ça n'a toujours pas eu lieu. La décision, elle peut venir soit des avocats de Sam Bankman-Fried qui décident en fait de le faire venir à la barre en disant qu'il a besoin de s'exprimer dans le cadre du procès, mais Sam Bankman-Fried peut aussi décider tout seul de s'exprimer et sans même l'avis de ses avocats. Il peut le faire à n'importe quel moment. Et ça, évidemment, ça pourra avoir lieu au cours des prochaines semaines. Donc ça, c'est un élément, évidemment, de surprise qu'on peut avoir dans le cadre du procès. Et puis, il y a un deuxième élément qu'il faut souligner, c'est que la défense n'a pas forcément de témoins à l'heure actuelle, en tout cas, à pouvoir, qui pourront s'exprimer, notamment pour aider SBF dans sa défense, puisque la plupart des témoins qui avaient été proposés par les avocats ont été refusés par le juge. Donc, Pourquoi refuser en fait le juge les a refusés? Pour quelle raison? Parce qu'il considérait que certains témoins n'étaient pas crédibles. Il y a notamment, alors son nom c'est Peter Vinella, c'est un consultant qui soutenait en fait lui l'idée que les actions de FTX étaient largement acceptées par le secteur financier. Et ça, c'est clairement pas un argument qui est acceptable auprès du juge fédéral en charge de l'affaire, Lewis Kaplan. Bref, tout ça pour dire que la défense va devoir trouver une réelle stratégie pour défendre donc son client jusqu'à, on l'a dit, jusqu'au 14-15 novembre. Et elle est quand même à l'heure actuelle en difficulté. John, un mot à dire sur les enjeux de ce procès. Est-ce que le résultat, l'issue de ce procès pourrait influencer, chez nous, notre réglementation en France, tout simplement? Je pense que oui. En tout cas, c'est un impact psychologique. C'est une histoire... c'est un petit peu... on compare souvent à l'affaire Madoff ou à d'autres systèmes pyramidaux qui ont été créés. Et donc, je pense que tout le monde a besoin d'un dénouement. Et donc, en effet, oui, il y aura forcément... le fait de finir ce procès, moi, ce qui m'importe, c'est surtout le fait que ça se termine pour pouvoir passer à autre chose. Mais en effet, il va falloir solder le sujet FTX. Ça fait du tort à l'écosystème crypto, ce procès en ce moment. Est-ce qu'il y a une sorte d'amalgame qui est fait ou alors, finalement... Moi, personnellement, j'ai l'impression que le tort a déjà été fait. Ça veut dire que là, on est quand même... le procès... L'objectif d'un procès, c'est quand même de chercher des explications. C'est pour les victimes, notamment, d'obtenir justice. C'est ce qui va, j'espère, avoir lieu. Et donc reconnaître... on peut espérer qu'il y ait une forme de faute qui va être reconnue. Je suis pas un expert, mais c'est probable, finalement, qu'il soit inculpé à l'issue de ce procès. En tout cas, certaines personnes l'espèrent. Et donc, d'une certaine manière, les victimes... Et donc, il y a pas mal de victimes qui pourraient... s'estimer, disons tout simplement... on le rappelle, plus de 9 millions de créanciers qui attendent de revoir leurs fonds, donc soit des particuliers ou alors des entités professionnelles. Donc, c'est ça, donc je pense que c'est ce facteur-là. Malgré tout, le procès avance, donc c'est le point positif. Il se déroule un peu plus d'un an et demi pratiquement après le scandale, ce qui est... c'est bien, ça arrive. Je pense que c'était attendu et donc c'est plutôt un soulagement que ce procès ait lieu pour moi personnellement. Pauline, pour rappel, que risque SBF ?
pour l'instant ? Il fait face à 7 chefs d'accusation, notamment de fraude à l'égard des investisseurs, des clients, de fraude en matière de financement de campagne électorale. Et du coup, il risque jusqu'à 110 ans de prison, ce qui est, si on accumule en fait ces différents chefs d'accusation. Bon, jusqu'à 110 ans, voilà, c'est assez important. On va passer tout de suite, on retourne en Europe avec Christine Lagarde, qui active son plan pour lancer l'euro numérique. Alors, annonce, donc, selon la BCE, enclenchera début novembre une phase d'expérimentation pour lancer un euro numérique d'ici 4 ou 5 ans, Pauline. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, on entre dans la phase d'expérimentation. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une phase de test donc de cet euro numérique. Nous devons préparer notre monnaie pour le futur. C'est ce qu'a déclaré donc Christine Lagarde, la présidente de la BCE. En gros, dans cette phase de test, il va y avoir 2 différentes choses. À la fois la rédaction en fait de règles sur un euro numérique, ce qui permettra vraiment d'en préciser les contours vraiment précis, et en même temps la sélection de fournisseurs qui vont en gros concevoir une infrastructure pour un euro numérique. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que la BCE donne quelques éléments évidemment sur l'euro numérique, mais sur toute la partie très technique, on ne sait pas grand-chose encore de cet euro numérique. Ce qui est sûr, c'est que la BCE ne pouvait pas, on va dire même d'un point de vue géopolitique, faire l'impasse sur cette question des monnaies digitales de banque centrale. Il y a d'autres banques centrales qui se sont mises sur ce créneau, que ce soit aux États-Unis ou encore en Chine. Ils ont vraiment avancé en la matière, et donc la BCE se dit voilà, on va pas louper le coche à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, rien que par rapport à l'argent liquide, aujourd'hui, l'argent liquide ne représenterait plus que 42% des transactions par les consommateurs de la zone euro en 2022, contre 54% en 2016. Donc il y a de moins en moins de cash. Et la BCE considère que l'euro numérique aussi peut être un moyen, une nouvelle alternative de paiement, à la fois pour les particuliers et les ménages. Bon, en tout cas, pour l'instant, de ce que l'on sait, ce ne serait pas avant 2027. On se pose beaucoup la question ici, c'est pourquoi la BCE se lance dans l'euro numérique ? Est-ce que c'est pour faire comme les autres ? Est-ce qu'il y a un réel intérêt ? Est-ce que c'est... Voilà, John, avez-vous un avis là-dessus ? Ouais, non, stratégiquement, je pense que c'est logique qu'une entité économique comme l'Union européenne, ou comme les États-Unis, ou comme la Chine, se lance sur le sujet... parce qu'elles sont en concurrence, malgré tout, avec des monnaies numériques sur lesquelles elles n'ont pas le contrôle, et donc elles se doivent de fournir une alternative. Au-delà de ça, c'est vrai que les États, de manière générale, sont de plus en plus dans l'analyse de données, dans le contrôle, dans la data, dans le fléchage, finalement, des allocations d'argent. Et donc, il y a quand même... Alors, c'est vrai qu'on a tendance à sourire, évidemment, 5 ans, en plus... on ne sait pas ce qu'ils vont sortir. Enfin voilà, on imagine qu'il y a plein de discussions. Oui, puis on passe de phase en phase. Ouais. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Ça a l'air d'être un joli projet de technocrate, un petit peu de loin comme ça. Et donc, ça risque d'accoucher de quelque chose qui sera peut-être, on verra, peut-être réussi, mais peut-être aussi un peu complexe et donc difficile à utiliser, on verra. Mais en tout cas, je comprends la logique de cette volonté, parce que quand vous êtes... il y aurait des intérêts à terme qui sont intéressants. Les intérêts qu'on décrit pour les crypto-monnaies, vous faites un don, vous avez un budget qui est défini par un État, qui part dans un ministère, qui va lui-même le distribuer à des dizaines, des centaines d'interlocuteurs ou d'associations. Finalement, être capable de tracer l'argent, c'est un sujet. Et c'est un sujet, à mon avis, pour les États à terme, de savoir, à la fin de l'histoire, où vont les impôts. Et donc c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui, on peut tracer des bitcoins, on peut savoir comment sont répartis, c'est ce que font tous les jours finalement les dégènes, on va dire, dans l'univers du bitcoin. Ils savent que un tel a reçu tel argent, que tel wallet est ensuite parti vers une autre somme ou vers un autre wallet. Donc je pense que le sujet se pose. Après, oui, je pense que le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies ont le temps de se développer pendant longtemps avant que l'euro numérique soit effectif et efficace. C'est ça, c'est un peu une question de timing, et on voit que la BCE est encore un peu perdue, parce que ça ne fait pas plaisir aux banques commerciales qui pourraient être potentiellement des intermédiaires. On apprend notamment qu'il y a le patron de la BNP, je crois, qui voudrait que les wallets soient plafonnés à 300 ou 500 euros, ce qui ne fait pas beaucoup par tête, on va dire. Mais bon, on va suivre tout ça ici, 2027, on a le temps.
Un mois après la tempête Binance, Pauline, Binance France rétablit certains services en euros, dont les retraits et dépôts. On le rappelle, il y a un mois, Binance France avait perdu son partenaire bancaire PaySafe, ce qui avait suspendu pour beaucoup de clients leurs retraits et achats de crypto à partir de monnaie fiat. C'est ça, il y a un mois, c'était vraiment compliqué pour les utilisateurs français notamment. Et ils attendaient de savoir si Binance allait trouver un partenaire, parce que c'est vrai que depuis plusieurs mois, Binance fait face à de nombreuses accusations, que ce soit du côté des US en termes réglementaires et aussi du côté de la France, avec notamment certaines enquêtes contre Binance. Et donc la question de son partenaire, de quand est-ce que Binance allait trouver un nouveau partenaire, évidemment était en suspens et faisait peur notamment à de nombreux utilisateurs. Mais finalement, bonne nouvelle pour les utilisateurs, Binance a signé des accords avec de nouveaux partenaires, c'est ce que a annoncé la plateforme la semaine dernière. Alors, elle n'a pas forcément précisé le nom de ces nouveaux partenaires. En revanche, il y a de nouveaux services qui sont désormais de nouveau opérationnels, notamment les dépôts et retraits d'euros par Open Banking et par virement SEPA, ou encore de l'achat et de la vente de crypto-monnaies par SEPA, par carte bancaire, ou encore avec les soldes en euros que peuvent avoir les utilisateurs. Juste pour un petit rappel, sur Binance, en fait, quand on veut faire des retraits ou des virements, ça peut être à la fois par virement SEPA ou par carte bancaire, et c'est vrai que les virements SEPA peuvent être privilégiés par les utilisateurs parce que il y a moins de frais, c'est moins cher que par exemple en utilisant une carte bancaire, parce qu'une transaction carte bancaire, ça revient quand même à 1,8% de frais du montant retiré ou déposé, contrairement à 1 euro qui est le coût de transaction. 1 euro, sur quel Binance. que soit le montant. Oui, avec le virement SEPA. Donc c'est vrai que c'est relativement privilégié et que évidemment ça a mis beaucoup d'utilisateurs en difficulté. Bon, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle ce qui arrive là pour Binance France. Mais Pauline, il y a les clients, en tout cas européens, qui font face à une autre moins bonne nouvelle. Binance a annoncé la fin de sa carte de débit Visa. Alors déjà, juste pour rappel, est-ce que tu peux nous dire à quoi servait cette carte ? Cette carte de paiement Binance, c'était une carte que donnait cette plateforme, en tout cas que les utilisateurs de Binance dont ils pouvaient bénéficier, et elle permettait tout simplement de pouvoir payer dans n'importe quel type de commerce, tout simplement en pouvant utiliser en fait C'était une carte bancaire crypto de Binance, quoi, c'est ça ? Oui, voilà. Tout à fait, mais en fait que tu pouvais utiliser dans n'importe quel type de commerce. Donc c'est vrai que c'était une carte qui avait permis à Binance d'attirer beaucoup de clients, notamment d'ailleurs du fait de son système de cashback. Donc en fonction des paiements qu'un utilisateur pouvait effectuer, il obtenait certains intérêts. Donc plus il y avait de paiements, plus les clients pouvaient percevoir certains avantages. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé au cours des derniers mois, enfin même des dernières années, c'est que le niveau de cashback était de moins en moins important. Donc on voyait quand même qu'il y avait quelques difficultés sur cette carte Binance. Et au point que Binance est donc indiqué qu'à partir du 20 décembre, c'en était fini pour sa carte de paiement. Alors c'est quand même un gros coup dur pour les utilisateurs et notamment pour Binance qui misait aussi beaucoup sur ce service pour pouvoir attirer des clients. Les clients devront donc aller vers d'autres plateformes qui proposent ces cartes de paiement, parce qu'il n'y a pas que Binance, il y a crypto.com, différentes plateformes, il faut se renseigner. Et donc là, Binance l'arrête parce que c'était plus assez utilisé, c'est ça ? C'est quoi la raison ? Non. Alors Binance n'a donné aucune raison. On sait qu'a priori, il y a deux éléments. À la fois l'aspect réglementaire qui fait que Binance se retire au fur et à mesure de certains soit marchés, soit en tout cas met en retrait certains services qui ne sont pas forcément opérationnels dans un contexte où la réglementation n'est pas encore très claire, et notamment en Europe. Et en même temps, je crois que c'était fin août, Mastercard a décidé d'arrêter ses partenariats, les partenariats que le géant établissait avec Binance, notamment pour proposer cette carte Binance Card. Et donc, c'est vrai que je pense que la fin du partenariat avec Mastercard a aussi eu pour conséquence l'arrêt de cette carte Binance en Europe. John, ce genre de carte, c'est quelque chose qui est très prisé par les utilisateurs de plateforme, ou alors c'est plus un gadget en plus pour qu'un petit pourcentage d'utilisateurs ? Non, ça a eu un certain succès en tout cas. Alors, c'est vrai que la carte la plus
celle dont j'ai beaucoup entendu parler, c'était la crypto.com, qui est toujours un peu une carte. Enfin, c'était un peu une innovation à ce moment-là quand ils ont lancé ce type de carte qui permet directement. Donc c'est vrai que ceux qui ont gagné pas mal qui ont accumulé un certain nombre de cryptos, ça leur permet de dépenser directement depuis leur compte, donc de pas avoir à retransférer en fiat sur leur compte et ensuite pour faire leur paiement. Donc c'est assez utilisé quand même, c'est assez utilisé. Et oui, à mon avis, ça m'étonnerait pas que Binance revienne dans quelques mois ou quelques années en tout cas et repropose une carte à nouveau à l'avenir. Je pense que ça viendra. Peut-être que là, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, oui, je pense qu'il y a des gens qui risquent, en effet, de migrer leur compte ou de partir chez crypto.com, par exemple. C'est ça, c'est un peu compliqué pour côté réglementation pour des plateformes comme Binance en ce moment. On va suivre tout ça, mais en tout cas, Pauline, pour l'instant, suspension de la carte Binance. Au niveau réglementation, on reste en France. Et la loi sur les jeux-noum, donc les jeux à objets numériques monétisables. John, première lecture de cette loi la semaine dernière. Pouvez-vous nous en dire plus sur les enjeux, tout simplement? Qu'est-ce que cette loi, qu'est-ce que ça veut dire pour les acteurs? Oui, en fait, c'est une loi assez importante parce que c'est cette loi qu'on appelle la loi Sorare, justement, en référence aux jeux de cartes, qu'on connaît tous, mais pour rappeler le principe, on collectionne des cartes de footballeurs et ces cartes-là donc ont un certain niveau de rareté. Il y en a certaines qui sont uniques. On peut avoir le Mbappé au Paris Saint-Germain de la saison en cours qui est en exemplaire unique, qui va être le plus cher, ou en exemplaire en 10 éditions, 100 éditions, 1000 ou 10 000, donc avec des niveaux de rareté par joueur. Et ces cartes-là donc sont des NFT qu'on peut acheter, revendre, même échanger. Et elles permettent aussi de jouer à un jeu de fantasy football où toutes les semaines, vous allez aligner votre équipe en fonction des cartes que vous avez et gagner finalement des points en fonction des résultats de l'équipe que vous avez alignée. Et c'est quoi la différence concrète avec les jeux Web 2 de ce style-là qui existent? C'est quoi? Ça veut dire que maintenant on possède réellement les cartes, il y a des enjeux financiers derrière? C'est ça. En fait, la différence, et c'est là, en fait, c'est à l'intersection de ces jeux je sais pas si on peut les citer, mais les Mon Petit Gazon ou autres jeux Web 2 de ce type-là, donc de fantasy football. Mais c'est quand même à l'intersection aussi donc du marché de la carte de collection et du marché du gambling. Et pourquoi justement? C'est surtout ce côté gambling qui justifie cette loi, parce que beaucoup d'acteurs du gambling traditionnel ont dit finalement c'est du pari sportif, parce que à l'issue de ces paris, de ces tournois, on va gagner à la fin de l'histoire potentiellement des nouvelles cartes qui sont elles-mêmes des NFT. Et donc un NFT qui peut lui-même être revendu. Donc il y a une récompense qui est potentiellement assimilé à un gain financier. Donc c'est quoi? C'est des acteurs comme la Française des Jeux ou PMU qui sont venus voir un peu les autorités en disant attendez, on aimerait bien que ce soit régulé aussi. On va reparler de la PMU, de la Française des Jeux. Je pense ils ont besoin que ça soit régulé, mais pour d'autres questions, parce qu'ils ont envie, eux, pour le coup, de rentrer sur ce marché. C'est-à-dire que c'est un enjeu. D'ailleurs, c'est deux acteurs qui sont extrêmement actifs, extrêmement présents, et on pourra revenir sur le sujet. Mais c'est même les acteurs du poker, les acteurs de l'univers du gambling en général, ou même, d'ailleurs, la protection aussi, l'autorité des jeux, tout simplement, qui s'est saisie et qui s'est dit, oui, est-ce qu'on a affaire à du gambling? Et donc, si on a affaire à du gambling, typiquement, ça serait handicapant, notamment pour Sorare, mais pour aussi tous les acteurs de cet univers, parce que il y a une taxation spécifique pour les joueurs, il y a des barrières à l'entrée importantes, il y a une protection du consommateur qui sont aussi importantes. Et la bonne nouvelle, j'ai envie de dire pour l'instant, c'est que cette loi jeux-noum est plutôt favorable. La version en tout cas qui a été proposée est plutôt favorable, on va dire, aux jeux type Sorare. C'est-à-dire qu'ils ont décidé déjà, c'est une décision clé, que ce n'est pas du gambling. Donc ça veut dire qu'il y a une exception à la règle du gambling, et donc ce n'est pas considéré comme du gambling. C'est pas le gambling. Normalement, il y a un sacrifice financier qui doit être fait pour obtenir un gain en argent sonnant et trébuchant, en fiat. Et donc là, ils considèrent qu'à partir du moment où les revenus n'est pas de la fiat et le sacrifice financier n'est pas un vrai sacrifice financier, ce n'est pour l'instant pas considéré comme du gambling. Donc ça contourne en tout cas cette loi, on peut même l'appeler loi Sorare, parce que justement, elle a été faite aussi pour protéger, entre guillemets, des sociétés comme celle-là. On voit qu'il y a eu des grandes discussions, je pense, justement, avec les acteurs dont vous parlez, la Française des Jeux, PMU, d'autres acteurs du monde du jeu, avec les acteurs comme Sorare, avec le régulateur, et je pense qu'il semble avoir été plutôt à l'écoute d'une partie des besoins de Sorare.
Et rapidement, il y a quand même des acteurs traditionnels du jeu vidéo, hein, comme Microsoft, qui voient pas cette loi d'un très bon œil. C'est ça, Microsoft ou même Ubisoft, par exemple, qui, pour le coup, ont pas mal protesté parce qu'il y a quand même des contraintes. Déjà, la première chose qu'il faut dire dessus, c'est une loi c'est assez intéressant, ils ont défini que cette loi durait 3 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, il va y avoir une phase d'observation et dans 18 mois, un rapport doit être rendu suite aux observations justement du régulateur pour savoir si on va dans le bon sens. Donc c'est une loi expérimentale, on va dire. Mais c'est vrai que dans ce cadre, il y a quand même des restrictions. La première et la plus importante et celle qui est potentiellement critiquable, c'est tout simplement que ce type de jeu est interdit aux mineurs. Donc c'est quand même une avancée ou un recul justement assez conséquent dans la mesure où bon, pour Sora, on peut se poser des questions sur la typologie des joueurs, mais dans l'univers du jeu vidéo, des acteurs comme Ubisoft qui créent des jeux dans lesquels vous allez avoir des rewards qui sont potentiellement des NFT aussi, vont rentrer sous la même régulation et vont dire mais attendez, une grosse partie de mes joueurs, voire la majorité, ont moins de 18 ans et donc je ne pourrais pas faire cette activité en France. Donc il y a encore un débat et peut-être des ajustements qui vont être faits sur ce sujet en particulier. On va suivre tout ça dans cette émission dans les semaines à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pauline Arbandet, journaliste BFM Crypto. John Cart, fondateur du NFT Morning et de la Non-Fungible Conférence. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.